Bonjour, j'ai un bonbon dans la bouche, voilà, ben, c'est très poli. Bonjour, bonsoir. Bien je suis en retard, je suis absolument navrée, je me suis endormie. Voilà, je le dis sans honte aucune, même si je me sens quand même, un peu coupable, hein, je suis désolée. Je me suis endormie sur mon canapé. Ah, il fait chaud, je suis exténuée, j'ai le contre-coup de la canicule. Je sais pas si ça vous fait ça aussi? J'ai l'impression que ça va durer longtemps et puis j'ai un chat. Hein, cette espèce d'animal du cheïtan qui, vient de s'endormir sur moi et qui du coup fait que je m'endors. Voilà, c'est pas une excuse, mais je tenais, quand même à vous préciser le contexte de ces 10 minutes, de retard. Je suis toujours, Nora Boisouni. Voilà, je suis en retard. Je en retard et avec un bonbon, dit Glycine Max for the win. Alors là, vraiment, tu dépasses les bornes. Regarde, regarde. Voilà, je l'ai croqué, c'est terminé, plus de bonbons. Ha! Voilà. Bonsoir Eurial, évidemment Eurial toujours fidèle au poste. Bonsoir Nayan qui est à la réalisation derrière moi. Bonsoir au ventilateur qui nous sauve la vie en ce moment. Bonsoir, il y a du monde, dis donc. 20h, 20h. Satrape Mandragore, Anticorps. La sieste c'est sacré, bah, mais j'ai pas fait exprès. Je me suis endormie quand même avec mon ordinateur sur les cuisses. Vous voyez ça, voilà, ça a pas du tout le capitalisme là, hein, voilà. Optimistique 33BX, confession sur canapé, ouais, confession sur fauteuil, confession nocturne presque, hein, on va dire un peu chanson fétiche de karaoké. Bonsoir Merlin, K700, Maître Bello, bonsoir, bah ouais, merci. Écoutez, on est là pour la dernière émission de la saison de Qui va faire la vaisselle. On sait toujours pas qui va faire la vaisselle après une saison, hein. Oh, cliffhanger, voilà. Je suis ravie de vous retrouver donc en direct et en chat. N'hésitez pas, hein, à réagir, vous le savez très bien évidemment, à poser des questions à mes invités. Elles sont formidables, comme d'habitude. Vous allez voir. N'oubliez pas évidemment de partager toutes les émissions de Poste, de vous adonner, de vous abonner. Et oui, pourquoi? Parce que comme ça, on peut continuer à proposer des émissions, des vidéos, des lives de qualité en toute indépendance. Car vous le savez maintenant, eh oui, l'indépendance, contrairement à la gentillesse, ça n'est pas gratuit. Sam Obi-Wan me dit: «Tu as dormi côté gauche, c'est bien». Et oui, Uriel, c'est vrai, le corps mis à l'épreuve. Voilà, je sais, j'avoue, Satrap Mandragora, vive le repos. C'est vrai. Journal Louise, on est en direct, c'est vrai, on est en direct, Journal Louise, tout à fait. 1, 2, 1, 2, on air. Alors, on air, oui, on air. Il y a un petit peu d'air. On est toujours en train de. Voilà. L'émission a commencé. Oui, l'émission a commencé, oui. Ça rappelle cette petite séquence. C'était qui? C'était Finkelkraut, non? Voilà. Est-ce que je connais quelqu'un qui répare les lave-vaisselle? Mmh, eh bien, en tout cas, je pense qu'on peut mettre les hommes à contribution. Aujourd'hui, on va donc parler justement d'hommes. Ça tombe bien, de l'homme nouveau. Alors, je vais pas faire des guillemets avec les doigts tout le temps parce que c'est très pénible, hein, pour les gens qui regardent. Mais on va parler de l'homme nouveau avec des guillemets évidemment. Le nouveau père, le nouveau mari, le nouveau patron, que sais-je, le nouvel homme politique. L'homme nouveau a-t-il vraiment changé ou s'est-il adapté pour que rien ne change? Et de qui, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de l'homme nouveau? Pour répondre à ces questions et à tant d'autres, j'ai le plaisir de recevoir les deux autrices de cet essai qui est dans mon sac, qui est là, que je vous montre immédiatement. Voilà. Cet essai très stimulant qui s'appelle En finir avec l'homme nouveau, critique des masculinités modernes, paru à la Déferlante Édition cette année en 2026. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. Très bien. Alors, Mélanie Gourarier, anthropologue et chercheuse au CNRS au centre Norbert Elias à Marseille. Et la voix qu'on vient d'entendre est celle de Laura Verker, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille, spécialiste des mouvements féministes, du genre et de la parentalité. Et disclaimer, disclaimer, la Déferlante Édition, Laura Verker, eh bien, en fait, je connais Laura puisqu'on est toutes les deux au comité éditorial de la Déferlante. Mais je n'ai pas été payée par la Déferlante pour faire cette émission. Évidemment, je le fais parce que ce livre est vraiment très, très, très chouette et que ça m'a vachement fait penser à des choses auxquelles j'avais pas pensé comme ça. Vous voyez, vous avez des intuitions. Puis parfois, vous les lisez, vous vous dites: «Ah, mais c'est bien sûr». Alors, toutes les deux, vous écrivez que l'idée de cet ouvrage, je cite, est née d'un agacement partagé. Qu'est-ce que c'est que cet agacement partagé?
D'abord, en tant que chercheuse travaillant sur le sujet des masculinités, c'est-à-dire que on était toujours appelé, disons, quand on était sollicité par exemple par les médias ou par des personnalités politiques, etc., pour parler de la question des masculinités. En fait, on nous posait toujours la même question, c'est-à-dire est-ce que les hommes changent, est-ce qu'ils changent pas, est-ce qu'ils sont nouveaux, est-ce qu'ils sont pas nouveaux? Et donc en fait, derrière le mot nouveauté, en fait, il y avait une extrême redondance dans la façon dont on était toujours questionné et sollicité pour parler des masculinités. Et en fait, on était aussi amené à toujours dire, enfin, être enfermé dans un même type de réponse, c'est-à-dire oui, non, oui, un peu, oui, pas. Et en fait, avec ce sentiment de tourner en rond, quand bien même on était censé être sur le terrain du changement et de la nouveauté. Alors qu'est-ce qui caractérise cet homme nouveau? Parce que, c'est vrai qu'on a, dans le bouquin, vous parlez des nouveaux pères, vous parlez d'hommes politiques, je le disais aussi, vous parlez aussi d'acteurs, de chanteurs. Qu'est-ce qui caractérise, cet homme nouveau et est-ce que vous avez des exemples à nous donner de ces hommes qu'on appellerait nouveaux, à qui on accolerait l'épithète d'homme nouveau? Ouais, alors bon, déjà, l'homme nouveau, on l'appréhende plutôt comme un archétype qui n'est pas nouveau, justement. Enfin, en tout cas, l'appellation homme nouveau, elle court tout au long de l'histoire. Donc, l'idée, c'est à la fois de montrer comment c'est un archétype qu'on retrouve à différents moments de l'histoire, et aussi, dans un même moment, à des niveaux, enfin, sur le spectre politique, à des positions très différentes. Et c'est aussi le résultat de notre réunion avec Mélanie, puisque moi, j'ai travaillé plutôt sur les masculinités dites progressistes, pro-féministes, et Mélanie plutôt sur les communautés dites masculinistes, donc des masculinités réactionnaires. Donc, sur le volet progressiste, les caractéristiques, on va dire, l'archétype de l'homme nouveau, ça va être bah, ces masculinités des masculinités dites adoucies, qui expriment davantage leurs émotions, qui assument, par exemple, des traits de féminité, notamment à travers des traits physiques, les codes vestimentaires ou des masculinités moins musclées, et puis qui prend en général des positions publiques pro-féministes. Donc, on a tout un, enfin, en tête, je pense, des personnalités de la pop culture, par exemple, Harry Styles, Timothée Chalamet, Javier Bardem, qui a pris voilà, la parole récemment. Donc c'est voilà, ces masculinités-là qui assument, on va dire, leur part de féminité, entre guillemets. Et qui aujourd'hui, on parle, il y a tout un tas d'étiquettes pour les nommer, les hommes déconstruits, on y reviendra, les performative male, enfin voilà, on n'est pas en reste en termes de créativité pour les nommer. Et peut-être, Mélanie, si tu veux dire comment évoquer des incarnations de cet homme nouveau sur les volets plutôt des masculinités réactionnaires, que cet homme nouveau. Alors, je suis désolée, j'ai été coupée, donc j'arrive un peu à la fin là de ce que tu. Donc, je sais pas ce qui a été dit avant, mais donc je vais peut-être répéter ce que vient de dire Laura. Moi, j'ai travaillé plutôt sur des hommes qui sont considérés effectivement comme réactionnaires. Et dans ce qu'on aborde, alors ça recouvre une large échelle historique, puisqu'on travaille sur aussi les fascismes, les nationalismes, etc. Mais pour citer ceux d'aujourd'hui, nous on parle surtout des hommes politiques en fait. Donc bon, on parle de Trump, mais aussi des, euh, des. Ah, je crois que vous m'entendez pas du tout. On t'entend en triple. On nous censure, hein, Laura. Je pense que c'est un homme nouveau qui est à l'origine de cette censure. Donc on reviendra sur les masculinités réactionnaires avec Mélanie. Dans le livre, tu parles aussi, je disais, vous parlez aussi des hommes politiques. Alors on va attendre Mélanie pour les hommes politiques réactionnaires, mais par exemple, vous parlez de Macron et de Attal. Oui. En quoi ce sont deux archétypes de, soi-disant, l'homme nouveau? Oui, oui, bah dans le champ politique, par exemple, Gabriel Attal, et alors là, j'ai plus la formule exacte qu'il a proclamé à un meeting récemment, mais il y avait vraiment cette idée de il faut changer la Macronie. Donc cette ritournelle de il faut venir tout changer. Et bon, enfin, après quelques années de Macron, on a bien vu que bon, bah, c'est vraiment. Enfin,
il faut que tout change pour que rien ne change, c'est-à-dire vraiment proclamer des discours de changement tout en préservant le fonctionnement institutionnel. Bon, bah là, on n'est pas en reste. Et Gabriel Attal, c'est exactement ça, c'est-à-dire là, en plus, c'est l'homme nouveau, c'est-à-dire c'est la jeunesse, en fait. C'était le premier ministre le plus jeune, donc du coup, derrière sa jeunesse, on mettait forcément une équivalence en termes de nouveautés. On attendait de lui qu'il allait à la fois proposer des nouvelles réformes, mais aussi proposer une pratique de la présidence totalement nouvelle. Donc, c'est toujours cette capitalisation sur la nouveauté, ici sur la jeunesse, pour au final, en fait, continuer de diffuser et de pratiquer des politiques même conservatrices, hein, enfin, faut le dire. Donc, voilà, c'est tout ce paradoxe, tout ce que permet de recouvrir la nouveauté pour maintenir un système. Est-ce que Mélanie nous entend à nouveau? Non, on l'a vu brièvement. Non. Ah, elle revient, elle part, elle revient, elle part. Mince. Bon, on va voir alors si on s'arrange. On va voir comment on fait. Laura, dans le chat, quelqu'un demande, donc Sir Boncloud demande quelle est la différence entre homme nouveau et juste progressiste. Disons que homme nouveau, c'est un archétype un peu plus large. Parce que justement, nous, dans l'ouvrage, la formule homme nouveau, on voit qu'elle circule à la fois dans les milieux progressistes, notamment aujourd'hui, mais en fait, on refait toute une généalogie historique, on montre que la figure de l'homme nouveau, elle a été très forte, par exemple, dans les régimes et les mouvements fascistes, en fait. Donc, et pourquoi on fait ça? Déjà, c'est pour dire attention, en fait. Est-ce que toutes les, enfin, on devrait aussi se méfier en fait de termes qui peuvent si bien circuler dans les milieux réactionnaires pour en faire en fait des idéaux progressistes. Et c'est pour montrer aussi désamorcer voilà, le discours de nouveauté en disant d'une part c'est pas nouveau cette expression et le fait de chercher l'homme nouveau, de retrouver l'homme nouveau, de repenser l'homme nouveau, c'est vraiment une obsession et une préoccupation qui est absolument pas nouvelle. Et en plus, elle n'est pas du tout aujourd'hui, on la voit plutôt dans les milieux progressistes, mais si on fait un retour historique, on voit que c'est des idéaux qui ont aussi, alors du coup d'une manière différente, évidemment, on pourra y revenir dans les détails, mais qui ont aussi travaillé les mouvements fascistes en fait. Est-ce que tu veux nous en parler, justement, de ces mouvements fascistes, puisque Mélanie n'a pas pu, ne peut pas répondre à la question justement sur ces hommes nouveaux, ces hommes forts, nouveaux du côté des réactionnaires? Oui, 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 alors, alors elle en parlerait, certainement même un peu mieux que moi puisqu'on est davantage, sur son terrain, mais, là disons que c'est une nouveauté un petit peu paradoxale puisque c'est une nouveauté, qui est nouvelle à condition de faire un retour dans le passé, en tout cas. En fait, l'idée, c'est de dire que, justement, en fait, les masculinités aujourd'hui, et c'est un discours qu'on retrouve beaucoup, par exemple, chez Donald Trump, elles auraient été, dévoyées par, la décadence du progressisme et qu'il faudrait, venir se revigorer, se régénérer à travers, un retour en arrière. Un retour en fait à une forme de masculinité, pure, initiale, et donc du coup avec, tous les apparats, c'est-à-dire la masculinité virile, la masculinité aussi de la terre, la masculinité du terroir, la masculinité ancrée, dans le peuple et cetera. Et donc c'est ça aussi cette idée d'homme nouveau, mais il y a quand même cette idée de réinventer, de recréer, donc là par le retour, on parle de modernité du retour, du côté, des masculinités, réactionnaires en fait. Ouais, puis Mais on la voit cette... modernité Ouais, non, vas-y, vas-y. mais la modernité, c'est pour ça qu'on va absolument pas les opposer, ça reste en fait, quand bien même certains disent: «On fait un retour en arrière», d'autres: «On se projette vers l'avant», ça reste le point central à partir duquel se penser, se comparer et se positionner, et y compris au sein des masculinités justement. Mélanie, est-ce que tu nous entends? Oui, je me suis déplacée et normalement, ça devrait Impeccable. être mieux en termes de connexion. Alors là, on t'entend parfaitement bien, c'est extraordinaire. Donc je te repose la question, Laura venait d'expliquer. Tu quoi? Non, non, j'ai délogé toute ma famille du coup. Pour Eh pouvoir bien, on est avoir désolé, on est désolé. On parlait justement des masculinités réactionnaires. Tu avais commencé à en parler, est-ce que tu peux poursuivre sur ta lancée? Laura a esquissé une réponse juste avant, mais voilà, je te laisse développer là-dessus. J'espère ne pas, redire ce que Laura a dit, mais effectivement, voilà, on a toutes les 2 travaillé sur des masculinités, qui sont considérées comme étant opposées.
Laura, tu as dû déjà commenter un peu celle sur qui tu as travaillé, donc je ne vais pas reprendre. Mais moi, j'ai travaillé plutôt sur des hommes qu'on considère comme étant des hommes réactionnaires, enfin, qui sont classés du côté des hommes réactionnaires, qu'on peut qualifier aussi de masculinistes, et qui sont des figures qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, dans le livre, on parle surtout de figures politiques. Donc, je vais citer Trump, mais il y a aussi Poutine, où on parle également d'hommes qui sont en tête de grandes multinationales ou des choses comme ça. Voilà. Donc, plutôt enfin, dans l'ouvrage, on parle plutôt de ces masculinités-là de pouvoir, mais le spectre réactionnaire, ça vient recouper aussi donc des hommes qui sont dans une posture qui cherchent à retrouver une masculinité qui serait, comment dirais-je, je suis désolée, hein, j'essaye de retrouver un peu le fil, qui serait enfin, voilà, qui serait plus, enfin, qui cherchent à retrouver dans le passé des modèles de masculinité à reprendre aujourd'hui, quoi. Mais Oui, Laura disait justement cette espèce de retour en arrière pour aller chercher en arrière dans le passé quelque chose à raccrocher au présent. Et d'ailleurs, on le voit dans le slogan de campagne et le slogan tout court de Trump par MAGA, Make America Great Again. Et on le voit justement avec ce espèce de temps circulaire de retourner en arrière. On va en parler parce que c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup, beaucoup et qui est passionnant dans le livre. Et vous ouvrez là-dessus d'ailleurs sur les notions de temporalité, d'histoire, de changement. Il y a une question dans le chat qui parle de ça, justement, le récit linéaire avec une fin, etc. On va en parler. Mais Mélanie, je voudrais d'abord, dans la thèse du livre, c'est que cet homme nouveau, c'est uniquement, en final, la reconfiguration, le réaménagement d'une masculinité hégémonique pour continuer, justement, à être hégémonique. Est-ce que, d'abord, Mélanie, tu peux nous expliquer ce que c'est que la masculinité hégémonique et ce que sont les masculinity studies? alors, la masculinité hégémonique, c'est un concept qui émane des Masculinity Studies, qui a été mis en place par une sociologue qui s'appelle Rewin Connell, qui est une sociologue australienne, qui est un peu la spécialiste des masculinités encore aujourd'hui. Et c'est un concept qui est emprunté d'un autre concept, enfin, de l'hégémonie gramscienne, donc du philosophe cette fois italien Antonio Gramsci. La masculinité hégémonique, alors c'est souvent utilisé pour décrire les masculinités en position de pouvoir. Nous, la façon dont on le mobilise, le concept, c'est plutôt comme un processus en fait qui vient réinscrire, qui fait en sorte que les positions se maintiennent dans le temps. Et pour se maintenir ces positions, donc les positions de pouvoir, en fait, donc c'est voilà, nous on travaille la masculinité hégémonique comme un processus, pour le dire un peu rapidement, mais de maintien des positions de pouvoir. Donc ça, c'est la masculinité hégémonique. Et les masculinity studies, c'est un champ d'études qui qui concerne surtout les sciences humaines et sociales. Mais alors, il y a moi, je suis anthropologue, par exemple. Laura est en infocom. Mais il y a aussi l'histoire, il y a aussi la littérature, enfin plein de disciplines qui vont s'intéresser à l'étude des masculinités. Et ça, c'est plutôt un champ assez récent, je dirais qui a une quarantaine d'années un petit peu maintenant, un peu moins, trentaine d'années. Donc oui, on rappelle donc la masculinité hégémonique. Ça a été, voilà. C'est pas la masculinité la plus qu'on retrouve, qui est la plus importante en termes de nombre, mais c'est celle qui domine à un moment. En tout cas, c'est un archétype qui domine, qui est la masculinité un peu modèle, c'est ça? Mmh. Ouais, 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 c'est exactement ça. Enfin, Alors, ouais, enfin oui. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est enfin, si on échange entre chercheurs, on aura quand même une définition possiblement un petit peu différente. Mais effectivement, c'est quand même
un modèle ou des modèles de masculinité qui, dans un moment donné, cherchent à s'imposer comme des modèles légitimes, les bonnes manières d'incarner et de s'imposer comme étant la norme. Donc effectivement, c'est pas nécessairement la majorité, et c'est pas nécessairement aussi des masculinités dont la domination s'exprime par la violence. En tout cas, la violence physique et interpersonnelle. Parce que parfois, quand on parle de masculinité hégémonique, on a l'impression on dit, en fait, c'est les hommes dominants, c'est les hommes violents. C'est pas nécessairement, en tout cas, c'est pas, cette domination-là s'exprime pas nécessairement uniquement de cette manière-là. Et elle peut prendre Mélanie, forme plus adoucie. Mélanie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, voilà, c'est nous enfin, la façon dont on s'approprie le concept, c'est donc moins comme une position sociale dominante que comme un processus qui va refaçonner à la fois les positions de pouvoir, mais les positions de subordination. C'est-à-dire que le concept de masculinité hégémonique n'exclut pas les masculinités subordonnées. C'est vraiment ce processus par lequel les positions se rejouent, se réactualisent. Hein, c'est ça ce à quoi on s'intéresse. Nous, en fait, finalement, c'est une forme de réactualisation du pouvoir. Et c'est passionnant. Justement, on va faire un point sémantique parce que vous faites plusieurs points sémantiques hyper intéressants tout au long de l'essai pour explorer notamment les notions de modernité, de progrès, mais aussi la notion de changement. Et vous dites que pour vous, la notion de changement, c'est pas le contraire de l'inertie. Alors, je vais demander à Laura pourquoi c'est pas le contraire de l'inertie, le changement, et aussi si tu peux nous dire ce que c'est que dans le livre, hein, avec l'angle que vous explorez, la modernité, qu'est-ce que c'est? Donc d'abord, en quoi inertie et changement ne sont pas forcément antonymes ou contradictoires, et c'est quoi la modernité? Bah, effectivement, on traite d'un apparent paradoxe, entre guillemets, c'est-à-dire que, en tout cas, se dire du côté du changement, se dire en faveur du changement, c'est pas incompatible avec un enjeu de préservation de l'ordre social. Alors après, bien évidemment, tout dépend de quel changement on parle et de quelle qualité du changement on parle, mais l'idée, et donc c'est ce qu'on vient de voir avec l'hégémonie, c'est-à-dire proclamer le changement, se dire du changement, ça peut être aussi en fait une manière de s'adapter, justement, de se réajuster en permanence face à un ordre social qui peut être contesté, justement, pour se maintenir en position de pouvoir. Et notamment quand le changement, il est énoncé justement dans les termes du progrès et de la modernité. Et donc là, ça permet de faire le lien avec la modernité, mais aussi avec du coup quelle qualité du changement ça donne quand on le pense dans le cadre de la modernité. La modernité, nous, dans le livre, et puis tu complètes, hein, Mélanie, si jamais mais en tout cas, la modernité, nous, on l'aborde moins comme une époque historique à un moment donné que comme un rapport au monde, un rapport au monde, c'est-à-dire bien rationnel, qui conduit finalement à penser le monde de façon binaire et hiérarchisée, à produire des grandes catégories de pensée comme ça, homme-femme, humain, non-humain, vivant, nature, culture, etc., à produire des grandes hiérarchies de façon binaire et bien rationnelle. Et donc dans lequel, bah, forcément, du coup, il y a les modernes et les anti-modernes. Et donc on verra bien que toutes les catégories minorisées, les femmes, la nature, les enfants vont se retrouver du côté de la naturalité, donc presque de l'archaïsme, en tout cas du temps cyclique. Et puis de l'autre côté, il va y avoir les catégories plus dominantes qui vont se retrouver du côté bah, justement du temps qui avance, du temps qui progresse, et donc du temps linéaire et ascendant. Et donc, nous, c'est cette conception du changement, en fait, qu'on critique. On ne dit pas que tout changement ne mène à aucun changement. Et ça dépend de quel changement on parle et de quelle qualité du changement on parle. Mais le changement en termes de un changement, un progrès inexorable vers un mieux permanent et fait de rupture et de révolution, souvent auto-centré, porté par quelques figures qui font sans cesse table rase de ce qui existait avant et qui recommencent à chaque fois. Bon, bah ça, oui. C'est un changement qui tend finalement plutôt à préserver des rapports de pouvoir qu'à les renouveler. Et en tout cas, à changer notre rapport au monde en plus. Mélanie, justement, est-ce qu'on a tort d'associer la nouveauté au changement, donc la nouveauté au changement et le changement au progrès, donc finalement la nouveauté au progrès? J'y vais. Alors, ce qu'on essaye de montrer, c'est que du coup, nous,
on est féministe, on s'intéresse à la question du changement et on le souhaite. C'est-à-dire qu'on souhaite un vrai changement social, un changement sous-entendu, un changement social où il y aurait un bouleversement de l'ordre social, quoi. Et ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'effectivement, la nouveauté, c'est une certaine conception du changement, un certain rapport au changement qui s'est imposé de façon hégémonique, hein, ce dont vient de parler Laura, c'est-à-dire qu'on reprend, en fait, on fait la généalogie, donc on s'intéresse à la façon dont le concept s'est imposé dans l'histoire, le concept de modernité, mais aussi ce rapport qui implique un certain rapport à la nouveauté. Et on essaye de détacher ces notions-là, qui sont des notions qui ne sont pas neutres, hein, qui conduisent à un rapport au changement spécifique qu'on essaye de souligner pour montrer qu'un autre rapport au changement existe et est possible. Dans le chat, Satrap Mandragora dit le progrès est réactionnaire. Mélanie, qu'est-ce que tu en penses? Alors, il faut que je réfléchisse 2 minutes à cette phrase. Le progrès est réactionnaire. Alors, nous, ce qu'on montre en tout cas sur le progrès, c'est que le progrès, l'idée du progrès, c'est un progrès plutôt, alors je ne sais pas s'il est réactionnaire, mais en tout cas, c'est un progrès qui maintient. C'est un progrès qui sert à maintenir l'ordre tel qu'il est. Et c'est ça l'enjeu en fait de l'homme nouveau, c'est-à-dire que il faut faire passer le changement. Enfin, il faut s'approprier l'idée du changement pour induire un certain rapport au changement qui est en fait une forme de fixité de l'ordre social, parce que ceux qui sont en position d'édicter ce qui constitue le changement, donc l'idéal du progrès, sont des personnes qui ont un intérêt à ce que tout change pour que rien ne change, hein. C'est une phrase qu'on reprend, une phrase bien connue qu'on reprend et sur laquelle on va sans doute revenir. Donc il faut que tout change pour que rien ne change, c'est vraiment cette idée-là. Donc je dirais que le progrès, il est en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement statique. Eh ben, Figé presque, paradoxalement. Mais écoute, moi je te propose justement de parler de cette phrase-là, il faut que tout change pour que rien ne change maintenant. Si tu veux, ou si toi ou Laura, vous voulez nous en parler, parce que vous ouvrez le livre sur une séquence du Guépard, du livre qui a été aussi adapté en film, justement sur cette idée qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Vas-y Mélanie, parce que c'était aussi ta suggestion culturelle. Oui, oui, c'est pour ça que je laisse peut-être pour plus tard, mais donc en fait, nous, la façon dont on pense donc cet archétype-là de l'homme nouveau, c'est montrer qu'en fait, c'est une énorme arnaque, en fait, et que pour pouvoir se maintenir en position de pouvoir, les positions, enfin voilà, je vais employer donc les positions, enfin l'ordre hégémonique doit intégrer ou s'adapter, s'actualiser en fait à la marche du temps pour le coup. Et il faut que tout change pour que rien ne change. Ça signifie qu'en fait que pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de renversement ou de bouleversement de l'ordre social, donc de changement finalement, il faut intégrer ou s'accaparer en fait des éléments de l'actualité. J'emploie le terme actualité pour le dissocier du rapport à la modernité. Mais voilà, et du coup, en fait, le processus qu'on essaye d'étudier dans ce livre, c'est ce processus-là qui fait que certains éléments sont comme... alors, je vais donner des exemples un peu concrets pour qu'on voit de quoi il est question. Mais par exemple, des éléments qui vont faire, je sais pas moi, je sais pas, j'arrive pas forcément quand je veux trouver un exemple. Laura, peut-être que tu viennes à ma rescousse, mais si on prend les hommes politiques, par exemple, la façon dont ils se positionnent comme faisant révolution, donc la capacité révolutionnaire de constamment faire table rase avec ce qui a été fait avant, enfin toutes ces qualités-là, en fait, sont des façons de composer avec le temps présent en effaçant ce qui est venu avant pour se faire passer comme innovant. L'innovation, par exemple, chercher un exemple, voilà, l'innovation, c'est un exemple assez parlant, et puis on voit un peu derrière toute l'idéologie
de ce rapport de cette question de l'innovation. Et voilà, c'est vraiment, il faut que tout change pour que rien ne change. C'est se faire passer ou s'approprier la question de l'innovation pour la valoriser et en faire finalement une nécessité, enfin comment dirais-je, j'ai perdu mon fil, mais c'est vraiment cette idée-là, en fait, que il y a, enfin, ouais, il y a dans le maintien, en fait, des positions de pouvoir, la nécessité de s'accaparer, en tout cas, les éléments qui vont constituer l'idée et du progrès et du changement. Voilà. Justement, il y a Valeurs anarchistes qui, tu ne crois pas si bien dire, Valeurs anarchistes, quand tu écrivais: «Le changement, c'est maintenant» et tu ne dois pas t'excuser puisque c'est ma question suivante. Voilà, tu as lu dans pas mes pensées, mais dans mon conducteur. Vous parlez d'hommes politiques, on vient d'en parler et je trouve intéressant d'ailleurs, il y a, Sam Obi-Wan qui dit: «Le livre de M. le Maudit en 2016, Révolution». Effectivement et quand on parle d'innovation, on voit bien en quoi, la figure de Macron, est quand même assez centrale, et c'est quand même une de ces valeurs sûres, on va dire. Moi, je voudrais vous faire réagir donc à 2 slogans de campagne de Macron et de Hollande, puisqu'on parlait justement du temps linéaire, du changement, du progrès, de la modernité, de l'innovation, et puis du caractère cyclique aussi, que vous décortiquez vraiment de façon passionnante dans le livre. Donc d'abord, le slogan de campagne que je viens de citer, de François Hollande, le changement, c'est maintenant. Et je trouve intéressant justement de se dire, il y a l'aspect changement, qu'est-ce que ça veut dire le changement avec ce temps qui passe ou ce futur, et puis le côté maintenant. Et Macron en marche. Donc on voit bien aussi une espèce de marche vers le progrès ou vers la nouveauté. Est-ce que Laura, Mélanie, l'une de vous veut réagir à ces slogans de campagne? Bah, alors moi j'ai l'impression que ça reprend des choses qu'on vient de, c'est vrai qu'on vient de dire un petit peu là depuis le début, mais oui, bah c'est enfin ils incarnent ces valeurs du changement qu'on vient de montrer, enfin d'évoquer depuis tout à l'heure à travers des personnalités, c'est-à-dire l'idée c'est de faire rupture, c'est de faire rupture avec ce qui existait avant, c'est d'incarner aussi de façon très personnelle et cette question du changement, comme si en fait le changement social pouvait dépendre que d'une seule figure qui endosserait toute la charge, la responsabilité, mais aussi du coup la gloire de ce changement social. Enfin, ça pose question, en tout cas si on se dit que le changement, il y a des enjeux plutôt collectifs quand même. Cette question du dynamisme, cette question, de l'activité, enfin du mouvement permanent en fait, contre, justement, les modèles, négatifs qui seraient ceux dans l'inertie, ceux qui seraient statiques, ceux qui seraient, qui n'avanceraient pas ou qui avanceraient de façon, cyclique, qui tourneraient en rond comme ça. Et puis alors après il y a un autre mot qu'on retrouve beaucoup souvent, dans les mots des personnalités politiques, mais qu'on retrouve dans les autres figures qui se disent de la nouveauté, c'est la question de l'audace. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est un discours, enfin voilà, c'est un vocabulaire qu'on retrouve aussi beaucoup dans le monde de la tech, dans le monde de l'innovation, dans les mondes des entreprises, etc. Comme si le changement, donc le bouleversement de l'ordre social dépendrait, en fait, c'est juste une question d'audace. Il suffit seulement d'oser. Et si on a un petit peu d'audace, on arrivera à bouleverser l'ordre de genre. Mais c'est voilà, Disruptif dont vous parlez dans le livre. ouais, ouais, ouais. Et ce vocabulaire aussi est vraiment très présent et on le retrouve aussi, enfin, par exemple, dans la figure des nouveaux pères, il suffit juste d'oser, il suffit d'assumer sa part de féminité, comme si vraiment il suffisait juste, voilà, d'oser pour changer l'ordre social, quoi. Justement, Laura, je continue avec toi sur cette histoire d'oser ou d'audace. C'est aussi des récits et des constructions médiatiques. Et vous en parlez beaucoup dans le livre. Et toi, qui es spécialiste justement Infocom, est-ce que les médias, ou quelle part, parce que est-ce que bien sûr que oui, mais quelle part de responsabilité ont les médias, notamment justement avec ce dont tu parles, hein, c'est-à-dire les nouveaux pères qui sont aussi dans ta spécialité. Ça fait très longtemps que tu travailles là-dessus. C'est ton sujet de thèse d'ailleurs, si je me souviens. Quelle est la part de responsabilité? Est-ce qu'il y a une forme de performativité aussi dans ces titres de presse où on a les nouveaux pères, les nouveaux papas, les papas modernes, etc.
Ouais, ouais. Bah, effectivement, les médias, ils ont une part vraiment, enfin une part forte, parce que de toute façon, quand on parle en tout cas, de modèles de masculinité hégémonique, c'est des modèles en fait qui sont valorisés, qui sont validés, qui sont visibles sur la scène publique. Donc forcément, si les médias leur donnent de la visibilité, ils participent à leur légitimité, à leur valorisation et à leur visibilité. Et donc, et les médias, en fait, aiment beaucoup les figures de nouveauté. Enfin, je veux dire, la nouveauté, chercher du nouveau. Enfin, les médias, c'est l'actualité, c'est toujours avoir du nouveau à raconter. Et en plus, aiment bien les modèles. Il faut des modèles, il faut des modèles exemplaires comme ça qu'on peut, parce que ça fait vendre et c'est médiagénique. Enfin, médiagénique, c'est comme photogénique. Photogénique, c'est qui passe bien à l'image. Bah, médiagénique, dès qu'on propose des nouveaux modèles. Bon, bah voilà, ça participe, enfin, les médias aiment bien, ça passe bien, c'est désirable, ça fait vendre et ça permet de proposer voilà, des modèles désirables. Mais par contre, effectivement, la limite, c'est que du coup, on reste sur des propositions qui sont sur la question des représentations. Tu parlais de performance, parce qu'on parle beaucoup peut-être qu'on y reviendra, de performative mail, mais on est plutôt sur des questions de performance et donc du coup, c'est plutôt, des changements qui se jouent dans le champ des représentations, mais après quand on gratte, du point de vue des pratiques, des conditions, voilà, matérielles, des inégalités, là, ça coince en fait encore, beaucoup. Donc on dit: «Ah les nouveaux pères, les nouveaux pères». Certes, en fait, il y a des nouvelles peut-être représentations, des pères plus affectueux, plus doux, plus tendres et cetera. Et puis après, on est toujours confronté aux mêmes déceptions. C'est pour ça que je disais que ça tourne en rond. Ah bah tiens, non, les inégalités domestiques stagnent quand même depuis 20 ans, même si les pères s'investissent plus, les femmes aussi. Du coup, on est toujours entre, voilà, on essaie de générer de l'enthousiasme et puis après, hop, on se prend une claque sur le plan des études et après, ça tourne en rond comme ça, perpétuellement. On va en reparler un peu plus tard justement des nouveaux pères, hein, et quel est le problème, ou quels sont les problèmes avec la figure du nouveau père. Je voudrais te demander aussi pourquoi est-ce qu'on est obsédé, et c'est une obsession que vous abordez dans le bouquin, par le changement des hommes? Pourquoi ça, c'est vraiment l'obsession médiatique, hein, vraiment, ce changement des hommes? Les hommes ont-ils changé? Les hommes vont-ils changer? Enfin, c'est vraiment le truc qui revient depuis, je sais pas, j'ai l'impression depuis une grosse douzaine d'années ou une petite dizaine d'années. Mélanie, tu veux peut-être reprendre et moi je... Sur cette question enfin, sur l'obsession. Vas-y, Laura. Oui, bah, alors après, il faut peut-être distinguer 2 types d'attentes et 2 types d'endroits. C'est-à-dire que, enfin, d'un point de vue féministe, espérer que les hommes changent, c'est-à-dire dans le sens de espérer qu'il y ait un changement de l'ordre social. Enfin, en fait, on projette pas la même chose, c'est-à-dire espérer qu'il y ait un changement de l'ordre social, un changement des rapports sociaux de genre, des rapports sociaux plus égalitaires, moins violents, etc. Enfin, parfois, il y a ça, voilà, en arrière-fond, et ça, enfin, on comprend que ce soit là, et bien évidemment, on est préoccupé par ça. Mais c'est là aussi justement qu'il y a un malentendu, c'est que, si, l'horizon de ce changement, c'est la question parfois en fait derrière, c'est de la nouveauté et au fait, ce qui nous préoccupe le plus, c'est de savoir s'il y a des hommes nouveaux ou pas nouveaux. Bon, bah, c'est là, en fait, où on voit que, d'ailleurs, c'est une obsession, à mon sens, qui arrange bien les hommes, en fait, c'est de se préoccuper de savoir si on est nouveau, on n'est pas nouveau. C'est que souvent, derrière, c'est: «Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je suis moderne? Est-ce que je suis pas moderne?» Et finalement, on est plutôt sur, une obsession qui est, très, comment dire? Peut-être, narcissique et auto-centrée du changement. C'est de savoir: «Mince, où est-ce que je me positionne, dans le spectre des masculinités, par rapport aux questions sociales, là, qui nous traversent?» Est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai pas changé? C'est est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis mal? Est-ce que je suis exemplaire? Est-ce que je le suis pas? Est-ce que je suis moderne? Est-ce que je ne le suis pas? Et si ce à quoi on tient, c'est la question du changement social, bah, on espère que les préoccupations, elles sont quand même beaucoup plus relationnelles et tournées vers l'autre que, centrées sur, sa propre positionnalité, quoi. Sur son petit nombril. Mélanie, je voulais te poser une question sur un autre terme qu'on voit tout le temps, partout, et qu'on entend, et notamment quand on travaille sur les questions de genre et les enjeux féministes, c'est le mot déconstruit. Donc vous parlez de l'homme nouveau, c'est le titre du livre. Et qu'est-ce que tu penses, toi, Mélanie, de ce terme de déconstruction et d'homme déconstruit? Est-ce que c'est un synonyme de l'homme nouveau? Est-ce que c'est pas la même chose? Et quel est ton sentiment ou votre analyse à toutes les deux, par rapport à ce terme?
En tout cas, l'homme déconstruit, c'est une des incarnations de l'homme nouveau. Et c'est un terme qui pose question sur plein d'aspects. Le premier, c'est ça sous-entendrait que l'homme serait construit, enfin qu'il existerait des hommes construits définis, enfin des construits qui déjà construits ou tout construits, et des hommes qui auraient la capacité de se déconstruire. Et là, ça pose un peu question parce que c'est comme si on viendrait en fait entériner l'idée qu'il y aurait en fait une masculinité qui serait finie, finalisée quelque part, quoi. Bon, ça pose question. Ensuite, l'autre souci, c'est que l'homme déconstruit, il apparaît comme étant une figure, encore une fois, très contemporaine, vraiment le produit de la modernité, et il viendrait finalement régler tous les soucis de la masculinité. Donc, c'est l'homme providentiel. Enfin, voilà, ce serait un modèle souhaitable, vraiment, et qui suffirait en fait que l'homme soit déconstruit pour changer, inverser l'ordre social. Donc, bon, Laura l'a dit tout à l'heure. Mince, pardon, je perds mes idées. Je pense qu'il fait encore très chaud à Marseille, c'est assez difficile. Et alors, je vais retomber un peu sur mes pattes, parce que l'autre aspect problématique, et ça aussi, ça a été un petit peu évoqué, c'est le fait que, là encore une fois, les qualités de l'homme déconstruit, on les pense un peu dans un vide social, comme si finalement, voilà, c'est ça que je voulais dire, il suffirait de se prendre en main, ce serait une initiative personnelle, il suffirait d'oser être un homme déconstruit. Donc un jour on se lève et on dit si je me déconstruisais, voilà. Et donc ça serait la solution à tous les problèmes. Et en fait, ça pose vraiment question en termes d'analyse sociologique critique, c'est-à-dire que du coup, ça enlève la dimension absolument systémique en fait de la domination masculine, et ensuite ça masque le fait qu'il y ait des dispositions qui constituent les qualités de l'homme déconstruit, celles qu'on identifie comme visibles, dont ne disposent pas d'autres hommes, qui donc passent complètement sous les radars de la déconstruction. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins égalitaires que les autres, sauf que les manières, leur positionnalité sociale, pour le dire très clairement en termes de classe, de race, font que ce qu'ils vont mobiliser comme disposition ou qualité de leur interprétation de la masculinité, si vous voulez, eh bien ça va pas être qualifié ou pas valorisé de la même manière que les hommes déconstruits. Donc en gros, les hommes déconstruits, ce sont toujours les mêmes. Ce sont des hommes de classe moyenne et supérieure, blancs, des centres urbains, valides. Et les hommes, ils constituent une norme nouvelle, une nouvelle horizontalité désirable qui vient en fait aussi entériner des hiérarchies entre hommes. Justement, je vais rebondir à ce que tu dis avec une question que je voulais poser après, mais vu que tu viens de l'évoquer, sur cette forme de hiérarchisation dont vous parlez toutes les deux dans le livre, hein, c'est que l'homme nouveau ou l'homme déconstruit, en fait, finalement, permet une hiérarchisation des masculinités. On parlait des masculinités subordonnées par rapport aux masculinités hégémoniques. Et donc, Mélanie, je rebondis, je te pose la question, est-ce que l'homme nouveau peut servir, justement, tu parlais de race et de classe, à alimenter des discours xénophobes et ou classistes? Ça, c'est ce qu'on montre, parce que là, on a tenu aussi à inscrire l'homme nouveau. Enfin, pour montrer en fait que l'homme nouveau n'est pas nouveau, eh bien, on a essayé de le saisir dans une histoire plus longue. Et vous l'entendez, si on s'intéresse à la sonorité de l'homme nouveau, en fait, on l'a déjà entendu, notamment dans nos cours d'histoire. Parce que l'homme nouveau, on le retrouve, c'est un archétype qu'on retrouve dans les nationalismes, dans les fascismes, dans le nazisme. Même, j'irais même plus loin, c'est que ces idéologies politiques se sont élaborées avec un lien intrinsèque à la figure d'une forme d'une masculinité nouvelle qui vient incarner en fait cette nécessité d'un changement social qui est donc celui, pour le coup, qu'on connaît pas très désirable, des nationalismes et des fascismes. Mais voilà, nous, on a essayé de montrer dans notre livre, on se dit on ne peut pas saisir la question de l'homme nouveau si on ne l'inscrit pas dans une histoire longue, pour montrer qu'en fait, encore une fois, c'est une question de répétition.
Et ça nous permet, cette répétition-là, elle est éclairante parce qu'elle nous permet de nous tenir un peu en alerte vis-à-vis des modèles actuels qui se placent comme étant, j'ai employé la figure de l'homme providentiel, mais c'est vraiment toujours cette idée-là, quoi. Justement, je vais revenir à la question donc qui était celle que j'aurais dû poser avant, mais c'est parfait parce que Mélanie, tu m'as fait une transition extraordinaire sur, ma question sur le fascisme. Dans le livre, vous rappelez donc et tu viens de le dire, que cette rhétorique de l'homme nouveau, elle est pas nouvelle, elle revient comme une boucle. Elle revient notamment avec, la pseudo-crise de la masculinité. Mélanie, je te poserai la question après de c'est quoi cette crise de la masculinité? Mais je vais d'abord m'adresser à Laura. Donc, vous rappelez que cette rhétorique de l'homme nouveau, elle est centrale dans l'idéologie nazie, dans le fascisme italien sous Mussolini, à travers justement deux fantasmes qui sont très différents. Donc, on a d'abord ce retour en arrière qu'on évoquait tout à l'heure avec ces hommes réactionnaires, Trump, on parle aussi, vous parlez de Milley dans le livre, donc avec fantasme de l'Antiquité. Et d'ailleurs, on a bien vu comme Elon Musk, par exemple aussi, avec l'IA, se métamorphose en une espèce de centurion romain, en parlant de l'Antiquité gréco-romaine comme d'une espèce de fantasme des vrais bonhommes. Et à l'inverse, le fascisme italien est plus sur donc le futurisme. Et d'ailleurs, on a parlé du futurisme avec ma dernière invitée, Floriane Facchini, au sujet de la pasta antifascista. J'adore quand les émissions comme ça se répondent et résonnent. Je trouve ça tellement chouette. Et en fait, en lisant votre livre, donc je voyais bien, ok, antiquité nazie, fascisme italien, futurisme. Et j'ai pensé au transhumanisme qui est plébiscité par les milliardaires de la Silicon Valley, qui d'ailleurs eux aussi ont un fantasme de l'homme nouveau, du changement, de l'homme moderne, etc. Qu'est-ce que toi, Laura, tu en penses de ça, de cette idéologie transhumaniste, pardon, qui est une idéologie un peu du surhomme, quoi? Oui, oui, bah alors après, c'est ça qu'on essaie aussi de montrer dans le livre et qui est intéressant, c'est toutes les ambivalences où parfois on essaie de nous faire croire que c'est que ces masculinités réactionnaires, elles sont que dans l'idée d'un retour, mais en fait, il y a aussi une grande fascination du futur et de l'après, avec cette idée, les thèses, on va dire, je fais référence notamment à l'ouvrage sur les Lumières sombres d'Arnaud Miranda sur l'idée d'une croyance dans l'accélérationnisme, c'est-à-dire que là, par exemple, on serait dans un système capitaliste où l'idée c'est qu'il s'auto-détruirait pour aller à un monde post, et donc du coup avec une conception aussi du pouvoir post-humain technique. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça vient toujours nous troubler, où on a envie de se dire qu'il y a des positions bien fixes, il y a ceux qui sont pour le futur, et le futur, ça veut dire le progrès, et ça veut dire les valeurs pro-féministes, et puis de l'autre côté, il y a les réactionnaires, ils sont en arrière, ils sont contre la nouveauté, et en fait, quand on va dans les détails, c'est des positions beaucoup plus ambivalentes, mais qui sont toujours travaillées et obsédées par cette question du rapport au temps, du rapport à la modernité, et que du coup, la question du pouvoir, elle se joue toujours à cet endroit. C'est-à-dire qui avance, qui recule, qui se projette vers l'avant en travaillant l'arrière. Enfin, et donc du coup, en fait, poser la question du changement toujours dans les termes du futur, de la rupture qui va vers l'avant tout en reprenant de l'arrière, etc. Enfin, en fait, c'est se poser, c'est être préoccupé toujours par cette question du pouvoir, en fait. Oui, d'ailleurs, ça me faisait penser, en lisant votre livre, et ce que tu dis, ça me fait penser Mm. au discours, et on parle encore de Macron, évidemment, puisqu'il se positionne comme l'homme moderne, l'incarnation du progrès, de valeurs de la modernité, d'un futur désirable, et surtout de technosolutionnisme. Et vu qu'on parle de la Silicon Valley, j'ai repensé à sa sortie à lui, mais aussi toutes les sorties critiquant l'écoféminisme de Sandrine Rousseau, en disant, en fait, tous les gens qui sont contre l'IA, les gens qui parlent d'écoféminisme, de décroissance, c'est des gens qui veulent revenir à la bougie. Donc il y a vraiment cette espèce de, cette mise à distance, ce rejet d'autre chose que cette notion de progrès linéaire et de progrès technosolutionniste. Oui, oui, et puis du coup, c'est une façon de construire des grandes hiérarchies entre ceux qui avancent, ceux qui reculent, ceux qui sont modernes, ceux qui ne le sont pas. Et donc, du coup, ceux qui peuvent incarner la modernité et ceux qui ne le peuvent pas. Et donc là, visiblement, en fait, ça traverse
des discours, sexistes, mais ça peut traverser des discours, racistes et d'ailleurs on mentionne dans le livre le discours de Sarkozy, qui, rappelle ce grand partage entre, les Africains avec un grand A, le peuple africain qui serait resté dans le monde d'avant, parce que toujours attaché à la terre, toujours attaché à cette temporalité au temps, qui ne fait que recommencer, dans un éternel retour face aux occidentaux qui eux, iraient de l'avant avec la technique, et cetera. Et pourtant, bah, on sait bien que, enfin, que ce qu'on appelle, progrès, en fait, c'est une autodestruction, là où, en fait, ces régimes, de régénération, en fait, c'est là où se jouent nos moyens de subsistance et d'imagination d'un monde plus vivable. Donc c'est là, en fait, où aussi on se pose la question du changement. De quel changement on parle? Est-ce que c'est enfin et voilà, il y a un changement qui appelle vers, bon, bah, une autodestruction et puis il y a un chan il y a des changements, du côté de la régénération, mais qui proposent un autre rapport au temps, en fait. Oui, d'ailleurs, vous citez longuement, comme tu le disais, le discours de Sarkozy. J'avais oublié Mmh. à quel point il était d'un racisme et d'une essentialisation, mais enfin, c'est voilà, j'étais déjà journaliste à l'époque, mais je me rappelais de cette phrase où il disait l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire, mais j'avais complètement oublié les phrases d'avant et d'après qui sont abominables. Et où justement, comme tu le dis, il parle des Africains comme d'un peuple proche de la nature, donc il y a une vision du temps cyclique, qui n'arrive pas à se défaire de cette vision cyclique et agricole, du temps, des saisons. Enfin, le discours, il est abject et merci pour la piqûre de rappel parce que j'avais vraiment oublié à quel point il était abject. Euh, je voudrais te poser la question, Mélanie, de donc cette crise de la masculinité, parce que on parlait donc depuis le début, on parle de cette obsession pour le changement, notamment cette obsession pour le changement des hommes. Ah oui, et je voulais juste, il y avait une remarque dans le chat qui m'a bien fait rire quand on parlait de déconstruction, qui disait il faut commencer par prendre une truelle, et c'est vrai. Et merci Orial pour le discours de Sarkozy à Dakar en 2007. Merci beaucoup de le remettre dedans. Donc Mélanie, oui, est-ce que cette obsession pour le changement dont on parle depuis le début de l'émission, est-ce que c'est une des solutions qui est trouvée pour cette pseudo-crise de la masculinité qui traverse l'histoire depuis l'Antiquité? Et vous le rappelez très bien dans le livre et vous montrez à quel point vraiment ça remonte, quoi. Bah, en tout cas, et peut-être pour revenir sur ce qui a été dit avant, ce que je trouve aussi intéressant, c'est cette façon, en tout cas, de renvoyer les écoféministes dans un temps passé. Et ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'en fait, Elon Musk, par exemple, il a, il a lui, par tu l'as évoqué, il a des fantasmes de retour dans un temps, enfin dans un temps, dans une originalité des masculinités qui seraient des masculinités plus masculines, quoi. Et c'est lui qui a ce fantasme-là en fait de retour. Donc c'est ça voilà. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut aller au-delà en fait de cette mise en opposition, justement, c'est ce qu'on essaye de montrer entre pensée réactionnaire et progressisme, parce qu'en fait, les deux, et c'est un truc que j'ai oublié de dire dans Il faut que tout change pour que rien ne change, ces deux opposés politiques ont des intérêts en fait à se retrouver sur un certain nombre de plans, et notamment la question de la crise de la masculinité. C'est vraiment un lieu du consensus masculin de tous bords politiques, pour le coup, et qui va trouver des réponses différentes en fonction pour le coup, parce que c'est quand même pas la même chose d'être réac ou d'être progressiste, pour le coup. Mais cette idée, en fait, de crise de la masculinité, donc on y répond, va trouver des réponses différentes. Mais là, encore une fois, alors là, la crise de la masculinité, c'est un terme qui résonne comme très contemporain, mais si on s'y intéresse un peu à l'échelle historique, on voit qu'il a toujours été question, en fait, dès qu'on travaille des discours sur la masculinité, donc dès que les historiens s'intéressent à des textes où il est question de parler de l'identité masculine, on fait remonter une inquiétude. Donc cette inquiétude-là, qui est en fait
ce qu'on pourrait appeler plus largement la crise de la masculinité, cette inquiétude des masculinités, ça, c'est un puissant fond, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la dater. On ne connaît pas l'origine de l'inquiétude masculine, à tel point qu'on a l'impression que l'inquiétude, elle est constitutive en fait de la définition même de la masculinité. Et cette inquiétude-là, en fait, elle vient justifier ou légitimer en tout cas des prises de position de défense de la masculinité. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est un discours, la crise de la masculinité, elle est nécessaire pour légitimer des positions enfin, des discours sur la refonte ou sur la réforme ou la revigoration des masculinités, en fonction de où on se place, de quel côté du bord politique on se place, mais qu'il s'agisse de refonte ou qu'il s'agisse de revigorer, ou qu'il s'agisse de réforme, en fait, nous, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, c'est pas si loin d'être quand même la même chose qui se passe. Pourquoi il n'y a pas de crise de la féminité? Bah, ça aussi, c'est ce qui nous montre en fait la singularité du fonctionnement de la masculinité vis-à-vis du fonctionnement de la féminité. Alors ça ne nous surprend pas puisque on ne peut pas analyser en tant que scientifique, en tout cas de la même manière, de façon symétrique, la masculinité et la féminité, puisque pour le coup, leurs positions sociales ne sont pas similaires. Donc là, quand on travaille les masculinités, il y a une singularité de la positionnalité des masculinités qui fait qu'on retrouve des discours sur la crise de la masculinité qu'on ne retrouve pas sur la crise de la féminité. Ça n'existe pas. Alors, il y a des discours où, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand même, les femmes ont été obligées d'occuper des métiers d'hommes voilà. Donc là, il y a quelque chose qui se passe du côté du changement des féminités, ou par exemple d'autres changements, l'arrivée des femmes dans des métiers d'hommes, le vote des femmes, plein de lieux où la féminité, elle est transformée, d'ailleurs avec des discours qui sont des discours assez réactionnaires parfois, d'une masculinité, d'une féminité qui serait en train de se perdre, les femmes sont plus assez des femmes, enfin vous voyez, c'est tous ces discours-là, voilà, mais que c'est pas du tout comparable dans le fonctionnement et dans l'efficacité sociale de ces discours. C'est absolument pas comparable avec le discours de crise de la masculinité qu'on retrouve comme finalement une évidence ou une réalité, enfin qui est employée comme une réalité sociale en fait. Parce que la crise a à voir avec la question du pouvoir et la possible perte de pouvoir. Et donc le féminin ne se plaçant pas du côté du pouvoir, voilà, la rhétorique de la crise a moins lieu d'être de ce point de vue-là. D'ailleurs, dans le chat, il y a Sam Obi-Wan qui répond à ma question, hein, quand j'ai dit pourquoi il n'y a pas de crise de la féminité, en disant parce que qui ferait la vaisselle? Bah ouais, voilà, c'est vrai. Et bonsoir Sentier Battant qui nous rejoint et qui s'est abonné. C'est son 44e mois d'abonnement. Et merci Sentier Battant. Si vous voulez faire une bonne chose, imitez Sentier Battant. Abonnez-vous, réabonnez-vous. Et on en a besoin, on en a besoin. Laura, on va rester avec toi. On parlait de reconfiguration, de revigoration, de régénération de la figure de l'homme ou des masculinités. Et on parlait donc de ce double mouvement avant-arrière, hein, vraiment, moi, j'ai trouvé ça passionnant aussi dans le livre. L'homme nouveau, vous écrivez toutes les deux, et je cite, un mirage sans cesse actualisé. Est-ce que c'est une forme de darwinisme social ou moderne, du genre s'adapter ou mourir, quoi? Oui, alors disons qu'on aborde en filigrane cette dimension-là quand on aborde la question du néolibéralisme. Et justement, encore une fois, pour parler de l'endroit où convergent les masculinités dites progressistes et réactionnaires et des endroits où on ne veut pas les opposer frontalement. Et donc, c'est vrai que alors, faut bien le dire que la conception, l'évolution de Darwin, enfin de Darwin à la base, elle est beaucoup plus buissonnante, etc. Enfin, là, on parle des relectures qui sont faites.
et qui peuvent être faites, à la fois dans un versant, réactionnaire ou, dans un versant, on va dire, néolibéral, par rapport à la question du marché. Mais c'est vrai qu'avec cette idée que le monde social, c'est un monde fait de compétition, individuelle où chacun lutte pour trouver sa place et puis, finalement, l'enjeu est de savoir, s'adapter, et puis, bon, bah, voilà, il y en a qui réussissent, il y en a qui échouent et ces inégalités-là et ces positions-là, il y a une forme de fatalité ou de naturalité, c'est-à-dire, il y en a qui sont adaptés au marché, puis il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui, dans un versant, réactionnaire et bah, il y en a qui sont, il y a des supérieurs et des inférieurs. Alors ça dépend là, voilà, après la lecture qu'on y met, mais cette idée-là, ça rejoue aussi du coup avec cette nouveauté-là, c'est-à-dire, qui est nouveau, qui parvient à s'adapter, qui parvient à prendre le train et la marche du temps et puis finalement, qui, fatalement, est relégué, à la marge de cette, dynamique-là. Donc c'est là aussi, toujours avec cette idée pour nous de montrer que attention, en fait, là où on parle de changement et ben, en fait, c'est traversé par des rapports de pouvoir extrêmement forts et une conception, encore une fois, du changement social où, ça veut dire qu'il y en a qui saisissent l'opportunité, et arrivent à s'adapter, à faire face, au changement, enfin, par exemple, sur la question du terrain du genre, je sais pas, c'est, la question de, bon, bah, voilà, le monde social est en train de bouger, il y a des mouvements féministes et cetera, qui arrivent à s'adapter à ce nouveau monde et puis, en fait, qui échouent. Donc c'est vrai qu'en toile de fond, même si ça prend bien évidemment des lectures très différentes en fonction de où ça se positionne politiquement et dans le contexte social, il y a cette idée, très individualiste du changement social qui, finalement, repose quand même sur, une conception, de compétition et donc du coup de hiérarchisation et donc en fait, de domination. Donc Alors justement sur ça, je vais te poser la question des nouveaux pères parce que vous parlez, des nouveaux pères dans le livre et justement vous parlez à travers cette figure ou ces figures de nouveaux pères, d'une forme de hiérarchisation et d'exclusion de certains hommes et de certains types ou archétypes de masculinité. Toi, tu travailles depuis longtemps, Laura, sur, les nouveaux pères. C'est quoi le problème avec enfin les problèmes, s'il y en a plusieurs, avec les nouveaux pères? ouais. Bah, alors là, c'est pareil, hein, on parlait d'une ritournelle, d'un discours, qui ne cesse de se répéter. La crise ne cesse de se répéter, mais la question de la nouveauté aussi et par exemple, l'expression «nouveau père», dans le système médiatique, elle a plus de 50 ans donc je veux dire, elle est absolument, pas nouvelle et puis, voilà, à chaque fois, qu'il y a des mouvements féministes, en tout cas dans le champ des luttes, pour la parentalité, ben, on se dit: quels sont les nouveaux pères?» Donc en fait, d'une part, il y a rien de nouveau, en tout cas, à se préoccuper ou à chercher des nouvelles figures de paternité. Et puis le problème, c'est que souvent, bon, bah, ça vient recouvrir, ça vient reconduire, tout un tas de rapports de pouvoir. Je peux le dire, typiquement cette question de dans le cas par exemple des nouveaux pères là aujourd'hui et moi en plus je l'ai étudié dans le cadre des débats autour de l'allongement du congé paternité. Donc en fait, il y avait beaucoup de mouvements féministes qui étaient mobilisés sur ces questions et notamment à partir plutôt de la question des problèmes des dépressions postpartum. Donc pour montrer en fait, les mouvements pernicieux qu'il y a derrière, parfois ces figures, ces incarnations progressistes, c'est que, bah, du tout d'emblée, ça a permis de faire émerger une figure, héroïque, optimiste, et qui, en fait, du coup, nouveau père, discours optimiste et positif de la paternité, s'investir dans la paternité, c'est positif, et cetera. Et bah, tout de suite, c'est venu recouvrir indirectement, par exemple, les discours de dépression postpartum. En montrant comme ça des modèles, ça donne l'impression qu'il y a tout un ordre social qui a changé. Et puis finalement, quand on regarde les études sur les pratiques, bon, bah, en fait, il y a encore des inégalités quand même très fortes. Donc en fait, ça vient recouvrir quand même le problème des inégalités, structurelles qui persistent et puis, toujours cette idée de captation en fait, de certains traits, qui d'habitude sont associés par exemple aux femmes depuis, des millénaires, et qui sont absolument pas valorisés, le fait de faire à manger, enfin tout le travail domestique, tout le travail de care. Bon bah là, en fait, tous ces traits qui sont associés au féminin et d'habitude dévalorisés, bah là, quand c'est associé à certains hommes et bah, ça devient des signes, d'un coup d'une nouveauté, d'hommes d'avant-garde, modernes et cetera. Donc on voit que et ça valorise pas et ça bénéficie pas aux femmes, enfin on se dit pas que les femmes qui font la vaisselle sont modernes. En plus, on veut pas l'étiquette de modernité, mais en tout cas, ça vient pas les valoriser.
Et puis, en plus, encore une fois, c'est que certains hommes, d'un point de vue social aussi, qui incarnent cette nouveauté. Enfin, je pense, si vous regardez, vous tapez, «nouveau père», sur Google et vous allez regarder, c'est toujours un certain type d'homme, urbain, cadre, classe supérieure, dont en fait aussi, le modèle qui est proposé est associé à un certain, niveau de vie en fait. Ça doit être désirable en fait d'être nouveau père. Donc, ça va être des pères qui boivent leur latte en terrasse, qui font des joggings en poussette et cetera. Et donc la nouveauté, voilà, c'est aussi associé à une certaine, proposition sociale, enfin à des conditions matérielles particulières. Donc il y a tout un ensemble de d'autres façons de s'impliquer dans la paternité, qui seraient par exemple de la débrouille, du bricolage, il y a tous les pères en CDD que ça. Mais tout ça, ça va passer justement sous les radars de la modernité. Quand bien même ils vont s'investir, s'ils s'investissent pas, heu, sous, heu, sous les traits bien reconnaissables de ces pères qui courent, en fait, associés à un niveau de vie, agréable et ben, en fait, voilà, ils bénéficieront jamais de cette étiquette-là. C'est-à-dire que c'est les hommes des classes déjà dominantes qui fixent aujourd'hui, les normes à partir desquelles on va décider si, c'est un homme moderne, un nouveau papa et cetera. Ouais, bah, typiquement, en fait, par exemple, l'allongement du congé paternité, c'est devenu, en fait, un peu un standard et une injonction. C'est-à-dire, être un père moderne, être un nouveau père, c'est un père qui prend un long congé paternité. Si tu prends pas ton long congé paternité, et ben, ça veut dire que t'es pas un père impliqué, donc t'es pas un père moderne et contemporain. Sauf qu'en fait, typiquement, l'allongement du congé paternité, enfin, le congé paternité, en fait, on voit bien que tous les pères qui sont en CDD, en contrat court, et cetera. En fait, ils ont pas accès, enfin, c'est traversé par des inégalités très fortes, la possibilité d'avoir accès au congé paternité, par exemple. Donc tout ça, c'est un petit peu passé, voilà, sous les radars, mais en fait, alors peut-être qu'il y en a qui bricolent, qui font autrement, mais ils vont voilà, c'est une manière de fixer, ce qu'on entend par étant une bonne paternité et qui est socialement très située, en fait. Sans dire que Et c'est situé socialement, évidemment. oui, bah, oui, bien sûr, bah, oui, ce sera trop facile et on accueille des gens qui étaient sur Arrêt sur Image. Il y a un raid Arrêt sur Image qui était en stream aussi, qui vient de nous envoyer 117 personnes. Eh bien, on les remercie et bienvenue aux gens qui nous suivent désormais, d'Arrêt sur Image. Nous sommes en train de parler avec Mélanie Gourarier et Laura Verker de l'arnaque de l'homme nouveau. Voilà, des masculinités modernes. Lune virtuelle, coucou, bonjour à tous. Entrez, entrez, essuyez-vous les pieds, bienvenue. Alors, vous arrivez vers la fin, hein, évidemment, mais bon, vous pouvez toujours regarder le replay qui sera disponible juste après. Sam Obi-Wan dit, par rapport au nouveau père, c'est aussi un effet d'annonce. Concrètement, c'est très critiqué dans l'entreprise. On te dit, par rapport au congé paternité, c'est dommageable pour ta carrière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que ça, tu en parles dans le livre, justement, de ce qui est dommageable pour les hommes et pour les femmes, justement, à travers le soin apporté aux enfants, notamment. Ouais, alors ça, ça peut se discuter, effectivement, va y avoir, du point de vue de toutes les institutions qui accompagnent la parentalité, les hôpitaux, le monde du travail, l'éducation, qui vont aussi peut-être reproduire des stéréotypes, vis-à-vis des hommes et qui leur permettent pas, forcément de s'impliquer, totalement. Mais en revanche, il y a quand même aussi, plusieurs études sociologiques qui montrent à l'inverse qu'un homme qui devient un père, c'est souvent une manière aussi, de monter en grade dans les entreprises, parce qu'on va considérer qu'il a une responsabilité sociale d'autant plus importante et que, là où, en revanche, du côté des femmes, la maternité, c'est un coût extrêmement important. On sait très bien que c'est un moment où, en fait, les inégalités entre les femmes et les hommes, se creusent de façon particulièrement forte, la maternité. Du point de vue des salaires, des temps partiels et puis après, l'impact aussi sur, les retraites et cetera. Ce qui ne se retrouve pas du côté des hommes, voire, pour certains, au contraire, peut leur permettre, de booster leur carrière. Enfin, ça peut même être un événement, enfin, conduire à un phénomène inverse. Oui, on voit d'ailleurs le papa, c'est le bon père de famille, donc qui serait un bon manager puisqu'il manage sa famille, etc. et qu'il a sous sa responsabilité plusieurs personnes. Mélanie, toi, en tant qu'anthropologue, je voulais te poser la question de ces nouveaux pères ou ces nouveaux hommes. Est-ce que la littérature scientifique des anthropologues s'intéresse depuis longtemps ou pas à cette figure de la nouveauté, des nouvelles masculinités, ou est-ce que c'était quand même un champ relativement lacunaire?
Alors, c'est un champ qui reste relativement, lacunaire. Déjà parce qu'il y a peu de travaux sur les masculinités, peu d'anthropologues qui travaillent en particulier sur la masculinité, alors même que, en fait, les hommes sont, sont souvent le sujet majoritaire des travaux, par les anthropologues. Il y a une phrase assez célèbre de Claude Lévi-Strauss, qui dit, je me retrouvais, seule, il n'y avait plus personne, dans le village, je me retrouvais, seule, enfin le village était déserté, je me retrouvais seule avec les femmes et les enfants. Donc, là, on voit bien à quel point, par exemple, il ne peut pas y avoir d'autres sujets que, les hommes, alors même que voilà, ce sujet-là est pas travaillé, comme un sujet à part entière, quoi. Mais la question de la nouveauté, en fait, une question un peu compliquée parce qu'elle est aussi, et c'est ça qu'on a voulu montrer dans notre livre, c'est que c'est un paradigme qui est tellement euh, courant qu'on le retrouve en fait aussi dans la recherche scientifique. On la retrouve notamment sur la question des nouveaux pères, sur laquelle tu as travaillé, Laura, et tu le dis, tu le montres un peu dans ce livre. C'est-à-dire que finalement, quand il est question notamment des travaux sur la famille, des travaux sur le genre, les modèles qui sont considérés comme des modèles valorisés sont qualifiés de nouveaux modèles. Donc ça, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que c'est tellement prégnant comme prisme qu'on n'arrive pas à le... Nous, en tout cas avec Laura, dans nos interventions, que ce soit dans le milieu académique, dans les médias ou dans nos discussions ordinaires, le prisme de la nouveauté, en fait, on n'arrivait pas à le quitter. C'est ça qu'on essayait de dire aussi. Enfin, nous, on savait qu'on voulait le quitter, mais on n'arrivait pas à trouver un lieu où c'était possible de le quitter. Et vous pointez dans le livre la responsabilité des historiens. Oui, alors c'est dans le passage notamment effectivement sur la question des nouveaux pères, notamment. Et cette idée, c'est en fait c'est cette idée de l'activité scientifique, elle n'est pas neutre, hein. On est aussi situé, on fait des choix méthodologiques, on a aussi des formes d'attention spécifiques à certaines choses. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que pendant longtemps, l'attention des historiens, mais là on s'appuie sur les travaux d'Anne Verjus, qui dit que pendant longtemps, voilà, les travaux des historiens en fait se sont focalisés sur certains types de matériaux, certains types d'archives, et notamment les archives par exemple juridiques, en fait dans lesquelles en fait le statut du père est travaillé comme étant voilà une figure juridique, donc dans sa version dominante socialement, et qui fait que ça a contribué en fait à invisibiliser, peut-être à passer sous les radars si on avait prêté attention à des formes d'archives peut-être moins spectaculaires, plus ordinaires, plus quotidiennes, à en fait des traces en fait de paternité déjà dans une histoire beaucoup plus longue, enfin qu'on retrouve par exemple au Moyen Âge, en fait des modèles de pères qui s'investissaient dans la paternité, qui étaient présents dans l'espace domestique, etc. On le retrouve, mais à condition de prêter attention, y compris à des archives du quotidien, de l'ordinaire, peut-être qu'on pourrait considérer comme une attention dite plus féminine, en tout cas à l'exercice de la paternité, et qui fait que nous-mêmes, en fait, on a aussi occulté ou peu prêté attention à ces formes de paternité parce qu'on s'est intéressé à la paternité comme étant la paternité comme manifestation d'un pouvoir social, et donc à travers des archives où se concrétise, où s'écrivent le pouvoir social aussi des hommes et des pères. Merci à Bienette qui s'est abonné, c'est son 21e, oui, j'étais en train de me dire, j'ai mal prononcé, mais oui, mois d'abonnement. Eh bien, Bienette nous dit happy postage, eh bien, happy postage à toi aussi, Bienette, merci beaucoup. Il y a une question de Satrap Mandragora qui dit, attention, elle est un peu longue, est-ce que la volonté de la nouveauté à tout prix n'a pas un lien avec une forme d'incapacité à se savoir suspendu dans le présent qui pousse les hommes au ressentiment de soi? Est-ce que la volonté de la nouveauté à tout prix n'a pas un lien avec une forme d'incapacité à se savoir suspendu dans le présent qui pousse les hommes au ressentiment de soi? Est-ce que l'une de vous veut répondre à la question ou pas? Vous pouvez me dire non, là je ne saurais pas quoi répondre. Mmh.
Pas simple, hein? Non, après, Pas en simple. revanche, ce que par rapport à la question du changement social, peut-être que j'y réponds pas complètement par rapport à la question du ressentiment, mais dans la façon de se positionner par rapport au temps et au changement. Je pense que cette volonté à tout prix, à chaque fois, de se projeter dans un futur dont d'ailleurs la temporalité est toujours un peu ambivalente parce qu'on ne sait pas si c'est programmatique ou en fait on est déjà en train de dire que le travail il est déjà fait, il est déjà fini. Enfin, les nouveaux hommes, on ne sait jamais si c'est un horizon ou si c'est voilà, quelque chose qu'on proclame comme existant et qui mettrait du coup un coup d'arrêt aux besoins de changement social. Mais il me semble que c'est beaucoup plus confortable de se projeter dans un futur déjà beaucoup plus positif, déjà débarrassé des problèmes, etc., que de penser au présent, dans les contradictions, dans les inconforts, dans les inégalités qui sont les nôtres et avec lesquelles il faut travailler et qui sont beaucoup plus exigeantes. Voilà, et qui nécessitent aussi de travailler avec ce qui bloque, avec ce qui est peut-être moins glorieux, avec ce qui... Donc ça, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui dit en fait dans la volonté de changer à condition de se projeter dans un futur qui permet, à mon sens, d'être dans une position beaucoup plus confortable. Mais L'Auvergnate relou nous dit bonsoir. Bonsoir l'Auvergnate relou. Mélanie, j'ai une avant-dernière question. Moi, j'ai grandi, donc je suis née en 86, j'ai 40 ans, et la première, on va dire, une des premières figures de cet homme nouveau que j'ai connu et qui a été très relayé médiatiquement en France comme en Grande-Bretagne où elle est née et aussi aux États-Unis, c'est le métrosexuel. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui se souviennent de cette espèce de folie métrosexuelle. Moi j'ai l'impression qu'on en parlait même dans le JT, enfin ça a été quand même un gros truc. Donc le métrosexuel, c'est un néologisme inventé par un journaliste britannique qui s'appelle Mark Simpson. C'était à la fin des années 90. Et ça désignait un homme hétéro, citadin. Quelqu'un dit Raymond Barre. Alors non, métrosexuel, Raymond Barre, je suis pas certaine qu'on soit dans la bonne catégorie. Lune virtuelle à la ref, voilà. Donc c'était un homme citadin, hétéro, qui était très soucieux de son apparence, qui mettait, pour vraiment grosso modo, qui mettait de la crème hydratante, qui se faisait des manucures, qui s'épilait les sourcils, voire le torse, etc. Et je me souviens que on va dire le chef, le représentant des métrosexuels, c'était parmi d'autres, hein, mais c'était David Beckham, le footballeur David Beckham. C'était le métrosexuel par excellence, mais il y avait aussi les boys band. On avait quand même des mecs qui étaient très coquets, qui pour certains se maquillaient, qui étaient très apprêtés, qui soucieux de leur apparence, c'était aussi le marketing hein, qui voulait ça. Donc moi je me souviens de ça, et j'ai pensé à ça avec une phrase de votre livre. Vous dites « Faire table rase ne signifie pas partir de zéro, mais mettre en scène une perpétuelle réinvention des masculinités ». On en parle depuis le début. Est-ce que le métrosexuel était déjà un avatar de l'homme nouveau dans les années 90-2000 ? Mélanie. Oui, oui, clairement, c'est la figure, c'est le prototype de l'homme déconstruit. Donc, merci d'avoir fait référence à cette figure parce qu'elle montre vraiment à quel point, en fait, ces modèles-là d'hommes qui seraient à l'avant-garde de la masculinité, ça ne s'arrête jamais, en fait, c'est constamment rejoué et que finalement, on se rend compte que le métrosexuel n'a absolument rien bouleversé et que l'homme déconstruit non plus, et que son suivant, enfin celui qui arrive, sans doute pas, tant que finalement, eh bien, c'est la masculinité qui continue d'incarner l'idéal de changement. Aujourd'hui encore, et notamment chez les footballeurs, hein, une grande attention portée à la coiffure, à la peau, aux vêtements, beaucoup, qui n'était pas forcément le cas il y a encore 25 ans. Et on sait que les sponsors et la thune, évidemment, et le capitalisme sont passés par là. Et moi, dans le côté métrosexuel, pour le coup, il n'y avait pas une forme de progressisme. Enfin, en tout cas, ça ne se voulait pas une forme d'opportunisme affiché par rapport aux enjeux de genre et aux droits des femmes et des personnes minorisées, au patriarcat. C'était vraiment un truc très individualisé. C'était très, voici David Beckham, il s'épile les sourcils et il dépense $1000, 1000 livres par mois chez le dermato.
Et ça m'a fait penser à ce que vous décrivez dans le bouquin, vous décrivez une dépolitisation totale aussi à travers ces figures des hommes nouveaux. Et il y a même un côté très développement personnel. Et c'est marrant parce qu'en lisant le livre, je lisais, puis je me disais, ah, mais ça fait très développement personnel. Et puis, genre, 2 paragraphes après, vous parlez du développement personnel. Et je me suis dit, est-ce que l'homme nouveau, c'est pas le pendant masculin de la girl boss, Laura? Hmm. Enfin, si, c'est-à-dire que c'est vraiment décrire la question du changement dans un lexique pour le coup très néolibéral. Et pour le coup, il y a eu beaucoup de travaux féministes sur la question de l'émancipation des femmes dans son versant néolibéral, qui est cette question du développement de soi, du développement de son capital personnel, pour faire autant que les hommes. En plus, c'est souvent l'idée enfin, l'émancipation des femmes, c'est s'aligner sur les critères de réussite masculine. Et c'est vrai que là, on retrouve, et je parlais de l'audace tout à l'heure, enfin là, typiquement, cette idée de, en fait, pour être un nouveau père et pour bouleverser les structures de genre, il suffit juste d'oser, et pour doser, il faut augmenter sa capacité, sa confiance en soi, il faut faire des ateliers de formation de papa pour montrer qu'on est à tout prix autonome, qu'on n'est pas des copilotes vis-à-vis des femmes. Enfin, en fait, toute cette idée en fait, la promesse aussi, c'est de s'augmenter soi-même, d'être voilà, l'acteur du changement, et y compris, par exemple, dans le monde de l'entreprise. C'est une figure un nouvel homme, un nouveau manager. C'est un homme qui contrôle ses émotions, qui maîtrise, enfin, qui exprime ses émotions en même temps qu'il les contrôle. C'est quelqu'un qui est pas trop dominant, mais en fait, c'est quelqu'un qui va, dans tous les cas, à la fin, être plus performant. C'est un père plus performant, c'est un manager plus performant, c'est un homme politique plus performant. Donc la promesse de nouveauté, elle est plus tournée en tout cas vers la capacité à faire fonctionner le système plutôt qu'à venir le bouleverser, quoi. Mais toujours avec ce vernis, effectivement, de la question de l'égalité, enfin, l'égalité professionnelle, de l'investissement des pères dans leur, enfin, des hommes dans leur parentalité, enfin, mais effectivement, oui, on est dans un. Et alors, j'ai une dernière question avant la reco culturelle, parce que je viens d'y penser pendant que tu parlais, Laura. Je parlais de la figure du métrosexuel et de la girl boss. Donc, en plus, c'est des figures qui sont quand même. C'est la blanchité, c'est des classes moyennes ou supérieures. On parle d'appropriation et de capitalisation, on parle de capitalisme, etc. Vous parlez de néolibéralisme. Et ma dernière question pour vous deux, c'est je vais commencer par Mélanie. Et puis Laura, tu ajouteras quelque chose si Mélanie n'a pas déjà tout dit. Euh, qui sont les hommes pas nouveaux? Qui seraient les hommes pas nouveaux? C'est quoi un homme pas nouveau? Hmm. Bah, dans notre ouvrage, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a des hommes, en tout cas, qui sont des hommes qui travaillent, enfin, qui dans leur pratique ne s'opposent pas nécessairement au rapport égalitaire, sont plutôt doux, s'occupent des enfants, mais que, en raison de leur position sociale, de leur classe, de leur race, du fait qu'ils vivent à la campagne, etc., sont jamais valorisés comme étant nouveaux. Je vais en donner un exemple. Par exemple, puisqu'on a beaucoup parlé de paternité, on voit pour les chefs d'entreprise qui vont chercher leur enfant à la crèche, à quel point ils sont, voilà, c'est les nouveaux pères. Par contre, quand ce sont les grands frères qui, parce que leur mère a des horaires décalés, que ce sont eux qui sont obligés de s'occuper des petits, sont donc dans une pratique de soins, clairement, sont toujours qualifiés avec cet archétype-là très stigmatisant, qui est le grand frère, qui est un archétype un peu une figure virilisée, très associée au quartier populaire, etc. Et pour autant, ils sont dans des pratiques de soins. Et là, on ne va jamais parler, en tout cas, de nouveaux rapports au care ou aux enfants, voilà, de nouveaux pères, en tout cas, sûrement pas. Euh, des hommes qu'on va jamais qualifier comme modernes. Par exemple, Laura donne d'autres exemples au niveau des hommes des hommes des classes populaires qui font le ménage, par rapport à des hommes qui sont des Instagrammeurs qui valorisent des tâches, enfin qui valorisent leur connaissance des tâches ménagères, etc. Là, on va jamais
qualifier les hommes des classes populaires qui font le ménage dans les entreprises à 6 heures du matin, 5 heures, que ce sont des nouveaux hommes. Voilà, donc ils existent, ces hommes qui sont dans des rapports aux soins, dans des rapports aux tâches invisibles, minorisées, etc., sauf qu'ils ne sont jamais qualifiés avec les termes de la modernité. Laura, tu voulais ajouter quelque chose justement sur ces espèces de performances D'ailleurs, vous faites la différence entre performance et performativité. Oui, bah, en fait, mais après ça c'est des notions qui sont employées par Judith Butler et d'ailleurs quand on dit performative mail, c'est un peu un contresens parce que pour elle, la performativité, c'est quelque chose qui conduit au final au changement vraiment des pratiques. C'est l'idée de répéter, à force de répétition, on change, enfin, on sort on sort du domaine uniquement de la représentation, mais aussi ça vient à changer les normes et les pratiques, alors que la performance, c'est une mise en scène à un moment donné qui vient changer les normes, mais en fait le temps d'une représentation, et puis finalement après ça revient à la normale. Mais bon là c'est Est-ce que tu peux nous un expliquer ce que autre. c'est que le performative mail justement? Ah oui. Bon bah alors c'est pas une catégorie sociologique, hein, c'est pas avec ça qu'on pense nous, mais en tout cas ça a été là une catégorie médiatique et dans la pop culture qui a beaucoup circulé cette année et qui était en fait pour finalement décrire des impostures, c'est-à-dire ces hommes, d'ailleurs encore une fois très situés socialement, qui ont des écouteurs filaires, qui boivent un matcha, qui ont Mona Chollet dans les mains et qui en fait font la performance au sens de la démonstration de leur enfin de leur féminisme, mais qui finalement serait une imposture parce que dans les pratiques, etc., finalement on est plutôt sur des affiches, des enjeux d'affichage plus que de vrais changements dans les pratiques. Donc c'est toujours cette tension qu'on montre. Et donc, non, peut-être pour ces hommes pas nouveaux, mais effectivement, du coup, c'est ça. Et il y a, dans un chapitre, il y a un jeu de miroir comme ça qui est fait avec un influenceur qui s'appelle Bijin Clean. Et en fait, c'est toujours ces mêmes trajectoires, c'est-à-dire c'est un homme qui était dans le milieu artistique, manager, qui le Covid met un coup d'arrêt à sa trajectoire, et donc du coup, il faut se réinventer, et se réinventer à l'échelle personnelle. Comment il fait? Il a toujours été passionné de ménage, donc là, il fait preuve d'audace, il crée son entreprise, enfin, il commence à faire des vidéos, et puis il se rend compte que ça marche, et puis finalement, il capitalise dessus puisqu'il en fait une entreprise, il en fait une entreprise visible. Alors du coup, c'est un homme qui fait une incursion dans le domaine domestique, mais pas simplement une incursion puisqu'il en fait un business et puis il est pas juste un homme qui fait du ménage, c'est un homme qui est expert ménage. Donc ce sont des modalités masculines et on le présente comme étant un homme moderne qui ose justement investir le champ de la féminité, le champ de la domesticité. Et en fait, on se dit, bon, bah, en parallèle, tous ces hommes souvent d'ailleurs, en situation aussi, enfin, je veux dire, les hommes racisés qui font ou sans papier qui font du ménage notamment. Donc, on évoque par exemple Wikasa dans l'ombre, etc. On va pas du tout analyser ou identifier leur présence dans le champ domestique comme étant le signe de l'audace d'hommes qui brisent les codes de la masculinité et qui osent intégrer le monde du féminin. Enfin, déjà, en fait, c'est absolument pas souhaitable. Mais parce que justement, on n'est pas du tout dans le champ du désirable, en fait. Et incarner la nouveauté, c'est proposer des modèles de désirabilité. Et on voit bien le lien que vous faites tout au long du livre avec justement une vision, une idéologie libérale et néolibérale de cet homme nouveau et de cette forme de modernité qui est main dans la main avec le capitalisme, évidemment. Pour finir, je vais vous demander votre reco culturel. Mélanie, d'abord, quelle est ta reco culturelle? Alors, bah, ma reco culturelle, elle est très liée au livre. On ouvre le livre sur ça, on l'a évoqué à plusieurs reprises déjà dans l'émission. C'est bah, de voir, alors là, c'est carrément, enfin, c'est 3 recommandations en une. C'est tout, donc le Guépard de Visconti, qui est une œuvre de Lampedusa, donc qui est d'abord une œuvre littéraire qui a donné un film absolument sublime de Visconti, qui a été repris très récemment en une série sur Netflix. Eh bien, je recommande vraiment les 3 à prendre en dose, à haute dose, parce que c'est vraiment, ça décrit un processus, je trouve, qui n'est pas suffisamment pensé. C'est l'alliance des différentes élites pour
le maintien de l'ordre social et c'est vraiment nous le cœur de notre travail pour le coup, pour ce livre. De quoi ça parle, Le Guépard, tu peux nous dire? Pardon, j'ai pas entendu le Est-ce que début de tu ta peux nous faire le pitch, du Guépard? Alors le pitch du Guépard, c'est l'Italie, des années alors je me souviens plus, donc je vais pas dire de bêtises, mais en gros, c'est vraiment un moment, de transition, politique importante en Italie, et ce que ça montre, c'est à travers, en fait alors c'est un livre qui est à la fois sur, enfin ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un livre qui est à la fois sur des transitions de régime politique et en même temps, très accolé avec la définition de modèles de masculinité qui se succèdent puisqu'il y a une masculinité incarnée par, la jeunesse et une masculinité incarnée, par, la les une génération plus âgée qui est vue comme déclinante et qui incarne en fait une aristocratie déclinante qui va être remplacée par, une bourgeoisie, terrienne. Et en fait, ce qu'on voit au fur et à mesure du film, c'est que ces, 2, masculinités-là qui sont censées se détester, être en rivalité et en guerre, en fait, s'allient. Elles s'allient, pour, se maintenir, enfin, elles trouvent un pacte pour, continuer de fonctionner, ensemble, quoi. Merci. Laura, quelle est ta reco culturelle? Bon, bah, on a une reco qui ouvre le livre et puis on en a une qui clôture. Dans la conclusion, on évoque un ouvrage de Constantin Alexandrakis qui est L'hospitalité aux démons. Alors là, pour le coup, enfin, un récit autobiographique, mais en même temps, en fait, d'un homme qui a été victime d'abus sexuels dans son enfance par l'ami de sa mère et qui est en fait rattrapé par ces souvenirs-là au moment de sa paternité. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant justement, c'est que, c'est un récit qui porte sur la question des masculinités, et la question des violences, mais qui se situe en dehors de la question du changement et de la nouveauté où en fait, justement, les frontières, enfin, il est jamais question de savoir qui est bien, qui n'est pas bien, qui est l'auteur de violence, qui est la victime. En fait, il est un peu tout à la fois, en tout cas potentiellement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été victime de violence, mais qui a peur de reproduire des violences et qui a des idées de violence, enfin, qui a des idées de violence. C'est un père, donc c'est un père qui potentiellement aussi ne fait pas sa part du travail domestique, et en même temps qui est en lutte pour bah voilà, pour ne pas reconduire des pratiques. Donc en fait, c'est intéressant de voir comment les frontières, elles sont poreuses. Et en fait, l'idée, c'est pas du tout de reproduire une étanchéité avec des postures exemplaires, etc. Mais c'est d'être travaillé par ces contradictions-là. Et avec un homme bah en fait, qui dit vraiment ce qu'il pense, mais peut-être de façon très dérangeante. Mais du coup, bah, on a quand même accès à une voix qu'on n'entend pas toujours parce que je trouve que, et y compris dans les études sociologiques qui peuvent être très longues sur des voix d'hommes, tout de suite, c'est l'idée de dire j'ai fait ça, mais maintenant c'est passé. Typiquement, l'homme déconstruit, ça va être d'avouer deux, trois sorties de route, mais de dire oui, bon, maintenant, mais bon, je suis repenti parce que maintenant j'ai compris, maintenant, etc. Et là, non, en fait, c'est quelqu'un qui est dedans, qui est pris dedans, qui est dans ses contradictions, qui a à la fois une pensée féministe sur les violences et qui a une expérience des violences intimes et qui en même temps dit que il a des pensées invasives extrêmement crues qui font peur à son entourage et en fait on est pris dedans. Et voilà, c'est une voix, alors sans l'incarner par cet auteur-là, mais en tout cas un récit auquel on a peu accès en fait. Merci beaucoup. Oui, je pense quand tu disais, les hommes déconstruits qui avouent 2-3 casseroles et qui disent: «Mais j'ai changé», ça me fait penser quand même justement aux pères, aux jeunes pères qui Oui. disent, «Maintenant que j'ai une fille», et tu là genre: «Ah non, je veux pas connaître la fin de la phrase quoi». C'est vraiment voilà, les maintenant que j'ai une fille, je suis devenue pro-féministe. Et là: «Ah oui, parce que du coup avant c'était pas d'accord, très bien». Bon, Ouais, bah, moi j'ai 2 recos culturels. Je les ai pas amenés là, mais j'ai Fable bucolique autogérée de Popolitique, qui est une BD qui me fait crever de rire et je suis cette personne sur Instagram et je meurs de rire. Donc Fable bucolique autogérée, ce sont des petits pages, voilà, c'est une page, un strip
Et c'est, si les animaux, parlaient, ce qu'ils raconteraient. Donc évidemment, on rigole énormément. Et puis le deuxième, c'est le cahier de congés payés de Tiens Tiens BD. J'ai participé au crowdfunding comme, l'année dernière déjà et je me suis marrée comme une espèce d'otarie sur la plage en jouant à tous ces jeux dans lesquels, il y a Jean-Luc Mélenchon déguisé en magicien. Enfin bon bref, je vous spoil pas, il y a Philippe Poutou, enfin bon bref, voilà. Donc c'est un cahier de congés payés, c'est un cahier de jeux de gros gauchistes, hein, évidemment. Il y a des quiz, des mots fléchés, des différences, enfin, c'est génialissime. Franchement, le cahier de congés payés, vous pouvez toujours le commander, il me semble. Donc les bandes, voilà, donc c'est Tiens Tiens et bande détournée, merci Eurial. Et donc l'autre, c'est Fable bucolique autogérée, si vous voulez une bonne tranche de rigolade. Et oui, je dis tranche de rigolade, j'ai 107 ans. Je vous conseille ces deux livres-là à offrir aussi, évidemment, le cahier des congés payés. Je vous remercie beaucoup, Mélanie Gourarier et Laura Verker. Je rappelle que vous avez écrit En finir avec l'homme nouveau, critique des masculinités modernes aux éditions de la Déferlante, sortie cette année. Voilà, voilà. Je rappelle Mélanie Gourarier, anthropologue, chercheuse au CNRS, Laura Verker, maîtresse de conférences en sciences infocom à Lille. Et vous travaillez depuis longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps peut-être. C'est un peu pénible au bout d'un moment sur les masculinités, mais c'est tellement passionnant. Merci à Eurial dans le chat, toujours. Merci à Nayan, à la réalisation, toujours. Merci aux opostiennes, merci aux opostiens qui étaient là ce soir, qui seront là pour le replay. Je vous salue depuis le passé. Vous voyez, je suis en train. Voilà. Le changement, c'était tout à l'heure. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci d'avoir participé à la saison de Qui va faire la vaisselle. C'était la première saison de Qui va faire la vaisselle. Et on revient, enfin, je reviens, évidemment. Le boss, David Dufresne, m'a dit oui, m'a dit que je pouvais revenir. Je reviens à l'année prochaine, non, à la rentrée. Et comme j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, je pensais pouvoir faire 2 émissions par mois, bouffe de là et Qui va faire la vaisselle. Mais que nenni, que nenni. Donc je ferai 1 mois sur 2. Voilà. Un mois bouffe de là, un mois qui va faire la vaisselle. Voilà. Donc, merci tout le monde. Eh bien, Maître Bello dit merci Mélanie Gourarier et Laura Verker pour ce très beau moment. Glycine Max for the Win dit merci beaucoup, c'était enrichissant. Et qui me dit t'as intérêt à revenir. Oh oui, yes, yes ma'am, yes sir. Merci les humains, comme dit Eurial. Bah, bien sûr, merci tout le monde. On se retrouve donc à la rentrée. Je vous souhaite un bon été. Déjà, un été où on survivra. Ce sera déjà pas mal du tout. Méfiez-vous des hommes nouveaux, déconstruits, modernes, progressistes. Hein, voilà. On sait pour qui voter. Je ne vous ferai pas la leçon là-dessus. Pas tout de suite, on n'est que en juin. Et je vous embrasse. Et merci Mélanie et Laura encore. Merci Nora. Merci à tout le monde. Ciao. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. En essayant de déchiffrer nos besoins à tous, nos besoins collectifs, pas pour sa chapelle. Je pense qu'on a besoin de faire de la politique pour les autres. Il faut s'engager. Il faut s'engager dans des organisations politiques. J'invite tout le monde à essayer de voir un peu ce qui se passe au niveau local, voir s'il n'y a pas comme ça des listes citoyennes, autonomes, d'alliances, et on voit ce qu'on essaie de faire pour prendre les villes en fait, c'est-à-dire pour prendre le pouvoir et pas nous contenter simplement d'être critique ou d'être dans la dénonciation de Macron ou de l'extrême droite. J'encourage tout le monde à s'engager dès maintenant. Ne pas se laisser intimider, ne pas céder justement à l'injonction de penser qu'on ne peut plus rien faire. Se rappeler qu'on est majoritaire et peut-être qu'on ne se félicite pas assez de l'être, qu'on ne se rassemble pas assez.
continuer à se rappeler qu'on est très nombreux et que malgré ce qu'une petite fenêtre médiatique nous montre, le monde est très différent de ce qui se passe sur CNews. Qu'avons-nous fait au poste ? On m'a donné la parole. C'est essentiel, on ne nous donne pas la parole. Nous, c'est toutes les victimes, en général.